Bonjour à tous, merci d'être avec nous comme chaque mardi pour ces webinaires thématiques. Et aujourd'hui, notre webinaire est dédié à l'égalité parce que les situations de harcèlement, de discrimination et de sexisme restent nombreuses dans la profession, parce que l'accueil des personnes en situation de handicap reste un sujet et que pourtant, sur tous ces sujets, la profession d'avocat devrait être exemplaire. Alors, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment favoriser l'égalité au sein de la profession, comment lutter, comment mieux agir. Et pour discuter de tous ces sujets, nous avons avec nous aujourd'hui Nawel Oumer, qui est avocat au barreau de Paris et qui est présidente de la commission égalité du CNB. Et puis nous avons Aminata Niakate, qui est avocat au barreau de Paris aussi, bien sûr, ancienne présidente de cette même commission égalité, présidente de la commission parité-égalité de l'UNAPL et puis membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité au CESE. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous aussi. N'hésitez pas à utiliser... Ouais. N'hésitez pas pardon, j'ajoute juste une petite chose et puis après on reprend tout de suite. N'hésitez pas à utiliser le chat de commentaires pour poser des questions, pour réagir. Voilà, c'est le meilleur moyen de s'exprimer parce que c'est un webinaire d'1 heure, donc ça va passer assez vite. Et puis, c'est surtout pour donner la parole à nos invités. Voilà. Si ça vous convient, on pourrait procéder en 3 étapes finalement. Une première avec les constats, une deuxième avec comment lutter, puis peut-être comment anticiper. Sur les constats, qu'est-ce que vous faites comme constat? Qu'est-ce que vous avez comme retour sur ces sujets? Alors, je me lance sur les constats. Dans mon militantisme syndical, je me suis toujours intéressée aux questions d'égalité, d'inégalité dans la profession, de discrimination dans la profession. Et souvent, ce qu'on nous renvoyait, c'est que, en fait, non, on est vertueux, on a un serment formidable et les confrères avaient du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des inégalités dans la profession. Et alors, donc, avec mon syndicat, nous avons souhaité saisir le défenseur des droits en 2017, donc, pour qu'il y ait une vraie enquête sur les discriminations au sein de la profession, sur les conditions de travail. Et cette enquête est sortie en 2018 et je vous propose de la présenter si la technique peut l'afficher à l'écran. Ou c'est peut-être moi qui l'affiche à l'écran. Ah, super. Donc voilà, donc c'est une enquête qui est un peu ancienne, mais qui, je pense, malheureusement, est encore d'actualité sur les conditions de travail, expérience de discrimination dans la profession d'avocat en France. Et voilà, l'idée, c'était d'analyser les sentiments, les situations de discrimination et la perception, en tout cas, qu'en avaient les confrères, alors qu'il s'agisse d'eux-mêmes ou qu'ils les observaient à destination d'autres, ciblant d'autres confrères, en croisant donc plusieurs critères de discrimination, notamment le genre, l'origine, la religion et l'orientation sexuelle. Et donc, cette enquête, elle a été conduite donc, par Internet en juin 2017 et elle est extrêmement représentative puisqu'il y a plus de 7000 confrères qui ont répondu donc, à cette enquête qui portait sur la période des 5 années qui précédaient, donc entre 2012 et 2017. Est-ce que sur cette période-là, ils ont observé des situations ou subi des situations de discrimination? Donc voilà, le plan du rapport, je passe très vite, mais le rapport en tout cas est disponible sur Internet, sur le site du défenseur des droits. Et donc, sur la sociologie des confrères ayant répondu, donc, on voit qu'elle est vraiment représentative. Hein, ça représente à peu près, ça a peut-être un petit peu bougé aujourd'hui depuis 2018, mais voilà, 54% de femmes, 46% d'hommes. L'immense majorité des répondants avaient moins de 40 ans, 46%.
Et donc voilà, on voit qu'il y a tous les âges de la profession qui sont représentés. Et on avait aussi une crainte, c'est qu'il n'y ait que des Parisiens qui répondent, mais en réalité, voilà, 38% de Parisiens, 62% de non-Parisiens. Donc c'est vraiment une photographie de la situation. En tout cas, les Parisiens ont participé à cette enquête. Et voilà, donc voilà, on a des indicateurs sur la population qui a répondu, donc une population plutôt jeune et féminisée. Les premiers constats qu'on fait, c'est que sur les revenus et les matières pratiquées, les femmes sont pénalisées, elles pratiquent les matières les moins rémunératrices et gagnent moins d'argent. Sur la question des discriminations en lien avec la parentalité, voilà, c'est les femmes qui sont les premières marginalisées, et qui aussi ont vocation à travailler à temps partiel. Et donc, qui dit temps partiel dit aussi moins de rémunération. Et voilà, donc vraiment, le premier critère de discrimination qui ressort avant tous les autres, c'est vraiment celui du genre, en fait. Donc voilà, donc c'est les réponses qu'on a des confrères, des consoeurs. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé non seulement les discriminations subies, mais aussi les discriminations observées. Et ce qu'on remarque, c'est que on est plus souvent témoin d'une situation de discrimination que conscient quand on en vit une. Par exemple, si je ne suis pas retenue dans une collaboration à cause de mon genre, je viens de me marier, je vais faire un enfant dans l'année, eh ben, en vrai, je ne le sais jamais. Si je suis discriminée à cause de ma couleur de peau, en réalité, je ne sais jamais pourquoi ma candidature n'est pas retenue. En revanche, je peux, au détour d'une réunion, me rendre compte que l'associé ou que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, disent non, on va peut-être privilégier ce profil-là parce que voilà, là, je viens de marier, elle va nous faire un bébé dans l'année et ça va être compliqué à gérer. Et donc, ce qui est observé, c'est que parmi les personnes ayant répondu, les 3/4 des femmes et la moitié des hommes disent avoir été témoins de situations de discrimination dans les 5 ans. Notamment sur la question de maternité, le sexe et l'âge, qui sont les trois principaux critères de discrimination qui sont rapportés. Et aussi, le défenseur des droits a regardé, a comparé, parce qu'en fait, cette enquête, il l'amène sur la population générale. Et donc, il rapportait à une population qui nous ressemble, c'est-à-dire diplômée, Bac plus 5. Et ben, dans la profession d'avocat, les femmes, nous sommes surexposés aux situations de discrimination par rapport à la population générale, aux personnes diplômées ayant un bac plus 5, donc un profil un peu similaire au nôtre. Donc les discriminations sont plus exacerbées chez les avocats qu'en population générale. Donc 53,3% des femmes sont surexposées aux situations de discrimination, rapportent des situations de discrimination, alors qu'il s'agit de 46% en population générale. Et à l'inverse, les hommes sont sous-exposés aux situations de discrimination. Seuls 21% des hommes rapportent des situations de discrimination contre 29% en population générale. Et je vous le disais à l'instant, les principaux motifs de discrimination qui sont rapportés par les plus de 7000 répondants sont en lien avec le sexe, 22%, en lien avec la maternité, 19%, et en lien avec l'âge, 17%. Et c'est vrai que la jeunesse est aussi un facteur discriminant. Et on observe aussi des variations sociales assez fortes et des proportions de discrimination qui sont démultipliées selon la manière dont on est perçu et selon qu'on cumule des critères de discrimination. Donc voilà, donc les femmes, voilà, elles sont 4 fois plus discriminées que les hommes. Quand on est jeune aussi, on a aussi un indice multiplicateur. Quand on est perçu comme noir ou perçu comme arabe, on a aussi un indice multiplicateur. Et là, on peut regarder que sur les origines ethniques supposées, les hommes sont encore plus marginalisés que les femmes sur la question d'être perçus comme noirs ou perçus comme arabe. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu l'observer en tout cas, mais c'est plus difficile par exemple de trouver un stage final
dans un cabinet d'avocats quand on est un homme perçu comme noir, perçu comme arabe. Et puis voilà, et parfois on est perçu comme musulman, mais en lien avec le fait qu'on soit perçu comme arabe, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Mais voilà, c'est en tout cas les personnes perçues comme arabes sont généralement aussi perçues comme musulmanes, qu'elles le soient ou pas. Et bien sûr, voilà, et parfois quand on est perçu comme homosexuel ou bisexuel, c'est aussi un facteur qui exacerbe les discriminations. Donc voilà, ça, c'est vous avez un peu une photo un peu plus chiffrée des personnes qui, voilà, des personnes qui rapportent avoir vécu des situations de discrimination. Donc voilà, au cœur, donc les avocates. Et puis, par exemple, une avocate jeune perçue comme musulmane, et ben en fait, les 3/4 de ces répondants-là ont subi des situations, rapportent avoir vécu des situations de discrimination. Donc, on voit vraiment un facteur aggravant quand on cumule les situations, les critères de discrimination entre la couleur de peau, l'orientation sexuelle supposée, le genre. Donc, on a aussi sondé les confrères sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues ces situations de discrimination. Donc, dans l'immense majorité des cas, c'est dans le contexte de relations de travail avec les confrères ou des consoeurs. Donc, ça peut être à l'audience, ça peut être au sein d'un même cabinet. Voilà, en tout cas, c'est dans le cadre des relations de travail. Donc, du coup, il y a un espace, en tout cas, de progrès de travail pour les confrères et pour les futurs bâtonniers que vous serez. Et donc, un des sujets aussi, là, c'est plus difficile de s'en mêler, mais l'ordre peut faire des choses, c'est sur l'obtention d'une rémunération dans un contexte où tout au long de la carrière, les femmes gagnent généralement 2 fois moins que leurs confrères. Et voilà. Et donc, 25,9% des femmes ont rapporté avoir vécu une situation de discrimination au moment de négocier une rémunération, une rétrocession d'honoraires, une augmentation de celle-ci. Et puis, le troisième cas de figure, c'est se voir confier un dossier ou une mission. Donc, on va souvent privilégier peut-être un confrère qu'on va présupposer plus compétent, plus apte, ou qu'une consoeur. Enfin, voilà, ce type de situation, être cantonné au petit dossier que personne n'a envie de traiter, peu rémunérateur. C'est la troisième cas de figure des situations de discrimination. Donc, le défenseur des droits a aussi sondé sur comment les confrères ont réagi lorsqu'ils ont été confrontés à une situation de discrimination. Les hommes sont 15,5% à avoir protesté sur le moment, les femmes un peu plus. 17,6%. Et alors, on peut regarder dans le tableau les chiffres sous hommes et femmes, le nombre de personnes confrontées à ces situations. Donc, vraiment, c'est presque du x4, le nombre de situations rapportées par les consoeurs par rapport aux confrères. Donc, voilà. Donc, 17% des confrères ont réagi sur le moment. L'immense majorité en a parlé à des proches, à des amis, à des confrères. Et ça peut être aussi quand même un levier, parce que d'abord, on parle à quelqu'un en qui on a confiance. Et peut-être qu'une campagne de communication à destination de ces personnes-là peut être un levier pour encourager les confrères à dénoncer les situations de discrimination. Et le chiffre terrible, c'est que moins de 5%, que ce s'agisse des hommes ou des femmes, ont cherché à faire reconnaître la situation de discrimination vécue. C'est-à-dire que dans 95% des cas, on n'a pas cherché à faire reconnaître ce qu'on a vécu sur le moment, même si certains en ont parlé, certains ont râlé. On n'a pas parlé à l'auteur de la discrimination, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, à faire reconnaître, non, c'est-à-dire faire un recours, saisir le bâtonnier, saisir. Voilà, c'est-à-dire, on a 15% qui ont râlé sur le moment en disant ce n'est pas normal. Enfin, il y a entre 40% des femmes et 25% des hommes qui en ont parlé à des proches, des amis, des confrères, mais sans aller plus loin.
et seulement 5% ont fait une saisine, que ce soit défenseur des droits ou quelque chose, ou bâtonnier. Donc très peu de sollicitations des institutions. Et après, ceux qui n'ont rien fait du tout, c'est-à-dire ils ont tout gardé pour eux, ils n'ont même pas parlé à la famille ou à des proches, c'est 42% des hommes. Donc il y a aussi un sujet sur le fait que les hommes, quand ils subissent ça, il y a une espèce de honte par rapport à ça, et en fait, on ne dit rien. Et c'est moins important pour les femmes, 28% des femmes n'ont rien dit. Voilà, et après, les autres situations, je ne reviens pas dessus. Donc ça vous donne une photographie de la manière dont les confrères ont réagi, indiquent avoir réagi quand ils ont été confrontés à ce type de situation. Et du coup, ce qui nous intéressait, c'était de savoir pourquoi ils n'ont, enfin, ils ont pas, les personnes qui n'ont pas réagi n'ont pas réagi. Voilà, donc on a les proportions, on a les chiffres des confrères, donc il y a 2000 femmes, un peu moins de 2000 femmes, 450 hommes qui ont répondu, donc voilà, ça fait quand même une bonne proportion bien représentative. Donc un chiffre terrible, voilà, 29% considèrent que ça ne sert à rien. Ça, c'est le chiffre, c'est ce qui est revenu le plus souvent. Ça ne sert à rien. Il y a et c'est intéressant de noter que voilà, c'est les chiffres qui disent on ne savait pas vers qui se tourner, ils sont assez faibles. 1,3% des femmes ne savaient pas vers qui se tourner, 1,4% des hommes ne savaient pas vers qui se tourner, donc c'est vraiment très peu. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il y a des leviers, on est avocat, et donc c'est pas ça qui nous empêche, c'est pas forcément l'ignorance de voies de recours. Et un chiffre aussi intéressant, c'est que en fait, ce n'est pas le manque de confiance dans les institutions professionnelles, puisque les chiffres sont donc 7,8% des femmes ne font pas confiance et 8,8% des hommes ne font pas confiance. Donc il n'y a pas de défiance vis-à-vis des institutions. Et puis voilà, autre chiffre qui revient souvent, c'est en fait c'est difficile à prouver. Ça c'est très très difficile de démontrer qu'on a subi une discrimination, et ça marginalise en tout cas la réaction des confrères. Et puis un chiffre intéressant sur lequel on peut peut-être agir au niveau de l'ordre, c'est la peur des représailles, c'est-à-dire la peur d'être blacklisté. Et c'est peut-être plus vrai dans les petits barreaux qu'à Paris, c'est-à-dire peur de, si on est sur un truc de niche, d'être grillé totalement dans la profession. Et ça du coup, les confrères se résignent pas mal par rapport à ça. Voilà, donc c'était un peu les petites conclusions du défenseur des droits, et c'est aussi des questions qu'on a posées sur ce qu'il faudrait faire, voilà, en termes de sensibilisation, de mobilisation et de sanctions, parce que c'est des comportements qui méritent sanction, qui sont même pénalement sanctionnables. Donc 86% des femmes et 75% des hommes considèrent qu'il faut sensibiliser les futurs avocats. Je dirais même pas que les futurs avocats aux discriminations, mais en tout cas, il faut sensibiliser à ça. Mobiliser les organisations professionnelles, donc ça veut dire que les confrères en réalité comptent sur les organisations professionnelles pour faire quelque chose, et voilà, que les ordres, et attendre que les ordres sanctionnent davantage les situations de discrimination. Donc 87% des femmes, c'est vraiment énorme, et 76% des hommes. Donc il y a vraiment une attente que l'ordre, que les organisations professionnelles sanctionnent, mobilisent et sensibilisent, parce que c'est beaucoup un sujet d'éducation sur ces questions de discrimination. Donc, c'était une enquête inédite en 2018, mais là, je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça a donné. Voilà, donc inégalité très marquée entre les hommes et les femmes, un niveau élevé de discrimination selon qu'on cumule les critères de discrimination. Voilà, une population finalement sensibilisée, convaincue qu'il faut agir et traiter ces discriminations, voilà, et former les confrères. Voilà un peu pour la restitution de cette enquête. J'ai peur d'avoir été un peu longue.
Mais c'est très intéressant, effectivement, de se dire qu'il y a seulement 1,4% des gens qui n'agissent pas parce qu'ils ne savent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. On se demande beaucoup si, en fait, les confrères ne saisissent pas parce qu'ils ne savent pas tout ce que l'ordre peut apporter. Mais en fait, non, c'est pas ça. Et c'est pas non plus un sujet de défiance. C'est vraiment une demande, en réalité, d'efficacité. C'est pas de l'ordre du reproche, c'est quand même être plus efficace sur les sanctions et puis aussi sur l'anticipation. Exactement. Moi, ce que je retiens surtout, et d'ailleurs j'ai ouvert le rapport sur le site du défenseur pendant que tu parlais, Aminata, aussi, pour voir quels étaient les points saillants qui retenaient en conclusion, c'est le même que le mien, c'est-à-dire moins de 5% qui saisissent effectivement pour avoir un recours. Peut-être ça a changé, ça. Peut-être, du moins, on peut l'espérer avec la Comadis, avec les nouvelles procédures mises en place à l'ordre. J'espère, en tous les cas, que ça a changé. Mais effectivement, le défenseur des droits conclut dans les derniers paragraphes de ce rapport, bien que spécialiste du droit, et quel que soit le critère de discrimination déclaré, rares sont les avocats ou les avocates qui rapportent avoir engagé un recours. Donc, le défenseur des droits s'étonne effectivement que notre population d'avocats n'engage pas de recours. Comme si, effectivement, si c'était dans une autre population, à la limite, bon, on pourrait comprendre, mais là, il n'y a rien qui était fait. Voilà, ça, c'est un résultat quand même tout à fait intéressant, malheureusement intéressant, mais j'espère que ça a changé. Je ne sais pas si on a des chiffres, je n'ai pas vraiment vu de chiffres là-dessus, mais je pense quand même que les saisines ont quand même beaucoup augmenté. En tous les cas, on a vu que les saisines de la Comadis avaient augmenté effectivement ces dernières années. Alors, moi, au niveau national, j'ai pas de chiffres actualisés, ce qui fait partie justement des travaux de ce nouveau mandat au CNB. Moi, je préciserai, je nuancerai quand même dans les 5% seulement qui, à l'époque, donc on a 2017, publication 2018. Ouais. Dans les 5% qui indiquaient avoir fait une démarche, seuls 30%, entre 25 et 30%, selon qu'on est un homme ou une femme, indiquaient s'être adressés à leur bâtonnier. Donc, il y a quand même une grosse marge de progression, même si les chiffres ont vraisemblablement bougé. Alors, au niveau national, je suis pas sûre qu'ils aient bougé autant que dans certains barreaux, parce que la démographie, la sociologie et la politique, entre guillemets, du barreau compte aussi beaucoup, parce que ça reste une démarche au niveau individuel et au niveau local, entre guillemets, au niveau de l'ordre. Donc, c'est à affiner, mais c'est quelque chose qui interroge et qui, à mon sens, doit être aussi regardé dans les chiffres dont on dispose. On a fait une enquête en 2022 au CNB, une enquête collaboration, et 79% des personnes qui étaient interrogées ne connaissaient pas les référents harcèlement et discrimination. Parce que dans le plan, la profession s'est saisie très rapidement après l'enquête du DDD, donc à l'initiative de Aminata, qui était présidente de la commission égalité à l'époque. Je rappelle au passage qu'aujourd'hui, la commission égalité s'appelle égalité, parité, diversité, lutte contre les discriminations et le harcèlement. Donc, on a intégré au fur et à mesure tous les combats, entre guillemets, puisqu'elle est assez jeune, cette commission, elle date de 2015. Donc, dans cette enquête de 2022, on avait quand même 79% des collaborateurs qui ne connaissaient pas les référents, alors qu'on a déployé un certain nombre d'outils. Donc, par rapport à ces premiers constats, il y a un travail qui a été fait, effectivement, pour accompagner les ordres, pour rappeler, et effectivement, Louis, tu n'imagines pas le nombre, on l'a vu, puisque l'année dernière, on a produit un guide qui est disponible sur le site du CNB, pour le traitement des situations de discrimination et harcèlement dans les cabinets d'avocats. Donc, il y a tout le backup juridique, les procédures, le rappel du droit commun qui s'applique à la profession d'avocat, etc. Je pense qu'on n'a pas idée du nombre de confrères et d'avocats, et j'en faisais partie, je m'améliore, mais j'en faisais partie aussi, qui ne savent pas ce qu'est une discrimination. Je veux dire, tout bêtement. Donc, le cordonnier mal chaussé, etc., voilà. Et globalement, on n'échappe pas non plus à une tendance générale, je n'en ai pas en dehors de la société. Et donc,
on a une tendance qui existe. Alors, c'est vrai que quand le sujet a démarré, on avait j'imagine, une posture de non, mais nous, ça n'existe pas chez nous, mais en fait, si, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Donc, ça progresse, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire. Et c'est vrai que là, du coup, les ordres ont aussi la main et ont aussi ce choix-là, et peuvent avoir cette volonté-là de communication et d'information régulière sur ce qu'il est possible ou non de faire. Sachant qu'on a quand même un panel de sanctions. Donc, on peut fonctionner de deux manières. C'est-à-dire qu'on a à la fois à être beaucoup plus vigilant et la main qui ne tremble pas voilà, lorsqu'on est saisi. Et parallèlement, travailler sur des leviers qui permettent… Parce que moi, je me suis posé aussi la question, quand j'ai attaqué le sujet, de savoir où atterrissaient ces situations-là. C'est-à-dire que les confrères, comment ils réagissent? Et c'est vrai qu'on a des réponses dans l'enquête qui a été faite en 2018, mais je suis pas sûre que ça ait beaucoup changé néanmoins. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils mettent ça sous le tapis, ils attendent de changer de cabinet? Est-ce qu'ils s'installent? Qui peut être aussi une réaction. Est-ce que pour autant ils vont jusqu'à la sanction? Est-ce qu'ils sont dans l'urgence de gérer la situation et tant pis, c'est pas grave, ils prennent sur eux? Donc il y a plein de situations différentes et on a plusieurs leviers pour agir de ce point de vue-là. Mais je pense que rappeler systématiquement et donner une information sur le fait que c'est pas autorisé et que voilà, et prendre conscience qu'on est dans une situation où on est harcelant, maltraitant, j'élargis un peu la sémantique, hein, mais c'est un peu l'idée, et que accessoirement on enfreint la loi quand même, parce que c'est des situations, c'est vraiment le cas, au-delà de notre déontologie, parce qu'il y a les deux, hein, on est à la fois sur du terrain droit commun légal, l'infraction et puis la déonto. Ben voilà, ça s'apprend. Donc il y a quand même un gros travail d'apprentissage. Donc il y a les outils qu'on conçoit au niveau national pour accompagner les confrères individuellement ou les ordres. Et puis il y a la dynamique qui est donnée par la direction du barreau en tant que telle, qui à mon avis peut être tout à fait intéressante. Là, par exemple, on a produit ce guide, on a fait des formations. On a encore deux choses à travailler en termes de sanctions qui sont voilà, la possibilité de sanctionner les structures, parce qu'on a ce problème-là. C'est-à-dire que pour l'instant, d'un point de vue disciplinaire, c'est bien évidemment l'avocat, personne physique, qui est en première ligne sur le terrain de dire la répression du recours et de la sanction. Mais la question peut se poser largement, et je dis ça à dessein, parce qu'au barreau de Paris, on a quand même du volume en termes de structure, de grosses structures, en tout cas d'interrogation, de réflexion à avoir sur le sujet, avec éventuellement des sanctions financières et de la publicité automatique aussi, des sanctions. À une époque où les plus jeunes n'étaient pas nés, donc on avait un truc qui était très artisanal, hein, c'est que quand il y avait un petit cahier sur les offres de collaboration à l'ordre, à l'époque, les choses n'étaient pas du tout informatisées. Il y avait des commentaires anonymes qui étaient faits sur ce cahier. Donc, je vous parle d'il y a 25 ans, facilement. Bon, voilà, aujourd'hui, ça n'arriverait plus. On a changé d'époque, donc on a des sites comme Balance ton câble, par exemple, qui fait un peu office, mais je pense qu'il y a aussi un devoir de vigilance collectif à avoir, et peut-être que l'ordre a un rôle à jouer aussi, a une part à prendre dans cette vigilance, indépendamment de son cœur d'action, de ses compétences premières que sont le disciplinaire et la déontologie. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. D'abord, peut-être pour rebondir sur cette histoire de livre noir. Je m'en souviens aussi de ce livre noir, effectivement, où on voyait, il y avait les offres de collaboration, et puis certains mettaient des commentaires, surtout ne pas y aller, enfin, voilà. Et effectivement, on a assez peu de visibilité là-dessus. Et la réflexion qu'on envisageait de mener, c'était à la fois effectivement sur une dimension sanction et sur une dimension prévention, parce que on s'aperçoit que les interdictions, par exemple, temporaires de recruter, peut-être sont pas suffisamment utilisées, ou en tout cas pas suffisamment appliquées. Donc ça, pour éviter qu'un cabinet dont on sait qu'il y a de vraies difficultés, alors
sont conjoncturelles ou qui sont permanentes, enfin en tout cas peu importe, mais on sait qu'il y a une récurrence dans les difficultés, faire en sorte qu'elles puissent pas se reproduire. Donc il y a ce sujet un peu de effectivement utiliser davantage l'interdiction temporaire de recruter pour les cabinets qui sont les plus lourdement sanctionnés. Et puis aussi sur cette situation d'éviter les récidives, on voulait envisager de mener une réflexion sur l'instauration d'un système de bonus-malus sur les cotisations ordinales, pour qu'effectivement il y ait une petite dimension quand même un peu dissuasive, et aussi une dimension finalement incitative pour que ça se passe bien. Et tu disais les choses s'apprennent, et c'est vrai qu'il y a un volet formation, alors qui existe dans les textes, qui peut exister à titre de sanction, mais là aussi on n'a pas le sentiment que l'institution soit vraiment emparée de ça encore, et que ça pourrait être un vrai axe de changement. Pourtant, apprendre le vivre ensemble, identifier ce qui est un comportement discriminant, identifier ce qui peut être discriminant dans les propos qu'on tient, et la manière dont on doit se comporter tous ensemble pour se bien vivre ensemble. Donc un travail à mener là-dessus. Alors, je veux dire, on a de l'espoir pour les générations futures parce que les travaux qui ont été faits, qui ont été importants sous l'ancienne mandature et qui ont abouti notamment au guide dont je parlais tout à l'heure qui est en ligne, ont aussi préconisé, et ça a été fait donc à la toute dernière AG de l'ancienne mandature en décembre 2023, d'introduire dans la formation initiale un module justement de formation sur le sujet des discriminations et du harcèlement. Donc, je n'ai pas eu le temps de trouver l'information, de savoir si ça a été publié. C'est une décision à caractère normatif, donc, et à quel moment ça va entrer en application dans le programme. Donc ça, c'est pour le futur. Mais effectivement, pour les confrères, déjà installés donc sur le terrain de la formation continue, c'est primordial. Et au-delà, parce que le sujet de l'égalité de manière générale ne peut pas se voir que sous le prisme du harcèlement et de la discrimination, hein, c'est quelque chose de plus large, mais sur les objectifs comment dire, de bien vivre ensemble, ça participe évidemment, je pense, d'une prévention de ces infractions. Parce que ça reste des infractions. Je voulais dire comportement, mais je pense que le terme n'est pas assez fort. Mais tout ce qui pourra inciter justement à réduire ce type de comportement permettra, voilà, non pas moins on a de sanctions et plus on a de prévention, mieux c'est. Enfin, les deux sont liés. Ça fait que plus on travaillera en amont, voilà, plus on évitera d'avoir à réfléchir sur des mécanismes a posteriori. L'idée étant d'éviter les choses, précisément parce que pour l'instant le taux de saisie n'est pas assez important. Alors, tu parlais, Nawel, tu parlais tout à l'heure des sanctions et notamment de cette nouvelle sanction. On peut peut-être s'arrêter une minute dessus, la sanction qui vise donc plus généralement le cabinet, donc les associés on va dire du harceleur, pour simplifier, ou du discriminant, comme tu l'as dit aussi. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Tu as bien expliqué qu'effectivement, c'était une faute ou une sanction qui était bien spécifique, détachable de la sanction primaire, si j'ose dire, parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un comportement spécifique de la part des associés ou du cabinet. Est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu là-dessus? Pour l'instant, ce sont les deux derniers sujets, voilà, sur lesquels on n'a pas encore abouti, parce qu'on arrive vraiment en fin de mandature, donc il faut qu'on les poursuive. Ouais. L'idée étant à la fois d'avoir la publicité, une publicité systématique des décisions. Ça, je pense qu'en soi, il n'y a pas de difficulté. Et l'autre, ça serait d'étendre la possibilité d'avoir une sanction, notamment de recrutement des collaborateurs à l'ensemble du cabinet.
Parce que la difficulté était c'est-à-dire que, alors, Aminata le disait tout à l'heure, la preuve déjà est assez compliquée en la matière. Oui. Oui. Et c'est une peine complémentaire. Oui, bien sûr, tout ça, ce sont des peines complémentaires. Oui. Donc, ça permet de, voilà, si on accédait à cette possibilité, ça permettrait peut-être d'avoir un levier dans le cabinet en question beaucoup plus rapide s'il y avait une responsabilité de fait collective quelque part. Parce que c'est ça que ça induit aussi, d'avoir une responsabilité des cabinets pour que les choses changent. Parce que vous parliez d'éviter la récidive tout à l'heure, d'avoir un système d'alerte quelque part aussi et de vigilance à l'égard des cabinets. Donc ça, mais c'est encore en phase travail. C'est pour ça que, oui. Alors, bon, pour ceux qui nous écoutent, j'indique que le rapport dont Nawal Oumer nous a parlé, c'est un autre rapport, c'est un rapport CNB de mars 2023, et il est disponible en ligne. Alors, il faut être avocat pour y avoir accès, puisqu'il faut une clé RPVA ou des comptes Identitas, dans la grande encyclopédie, encyclopédie.avocat.fr, au niveau, effectivement, des guides pratique du CNB. Vous allez le retrouver, donc guide harcèlement, discrimination en cabinet. Et effectivement, c'est ce qui nous a un peu donné aussi l'idée, cette sanction-là, du bonus-malus dont a parlé Karine. Autrement dit, oui, cette peine complémentaire-là peut être vue comme un malus, une interdiction temporaire, soit de recruter, soit d'avoir un stagiaire élève avocat d'ailleurs. Alors c'est limité dans le temps, 3 ans pour première sanction et en cas de récidive 5 ans. C'est vrai que cette sanction-là a aussi beaucoup été critiquée dans le barreau en disant mais c'est finalement sanctionner ceux qui n'ont rien fait. Et précisément, c'est le mot ceux qui n'ont rien fait qui est je te vois bien, Nawel, en train de liner de la tête, mais tu as raison. C'est que justement, quand on est témoin, quand on laisse faire, ça va pas. C'est ça que ça veut dire, en fait. En revanche, il y a des cabinets qui laissent pas faire, justement, et qui ont mis en place des bonnes pratiques, on va dire ça comme ça, même si c'est de traduction anglaise. Et ça, ces cabinets-là, c'est pour ça qu'on parlait d'un bonus aussi. S'il y a un malus, il faut qu'il y ait éventuellement un bonus pour les cabinets chez qui ça fonctionne bien, les cabinets qui démontreront avoir mis en place de vrais processus de, on va dire, vigilance, non pas surveillance, mais vigilance au sein de leur propre cabinet pour éviter que on en arrive à des extrémités de discrimination et de harcèlement, qui sont en soi des extrémités, entendons-nous bien. Donc, ou qui ont mis en place aussi des procédures d'alerte. Donc, soit de prévention, soit d'alerte au sein des cabinets pour éviter ou pour sanctionner en interne tout de suite les choses. Voilà. Une réaction peut-être, Aminata, à ton tour là-dessus? Alors sur le bonus-malus, Oui. alors moi j'avoue que je suis pour le malus, je suis pour, mais après je trouve que le bonus pour bien se comporter, c'est pour se comporter normalement, comme on devrait tous. Je sais pas si ça mérite un bonus de bien se comporter, de faire attention, etc. Mais sur le malus, je suis totalement d'accord. Et surtout au portefeuille, ça pousse peut-être les cabinets à faire gaffe. Et finalement, le bonus, ça peut être de ne pas avoir de sanctions. Mais pourquoi pas, surtout si le cabinet est très, très volontariste et qu'il y a une forme de reconnaissance, en tout cas, je ne sais pas quelle forme reste bonus, mais en tout cas de la profession, et qu'on valorise et qu'on mette en avant les cabinets qui ont des pratiques vertueuses pour inciter un peu plus les comportements vertueux. Et en fait, je pense que le sens de tout ça, surtout, c'est de sensibiliser les cabinets, parce qu'il y a beaucoup de désinvolture, de stress, ça va vite et on ne se rend pas compte qu'on peut être brutal, harcelant ou marginaliser une population, qu'on a des stéréotypes. Et c'est, je pense, l'occasion, en tout cas, surtout de campagnes de communication et de sensibilisation à destination
des confrères qui sont peut-être peu conscientisés sur la réalité des discriminations dans la profession. Et je pense que oui, toucher au portefeuille, ça peut... c'est sûr que ça interpelle, et donc si c'est l'objectif, eh bien, je pense qu'il sera atteint. Oui, voilà, c'est vraiment, moi, pour moi, vraiment, l'important, c'est vraiment de sensibiliser, de former les confrères, et surtout que l'ordre dise, en fait, on a cet outil, on a le référent harcèlement discrimination, on a la Comadis, venez nous parler, même anonymement dans un premier temps, venez partager avec nous ce qui vous arrive, et l'ordre agira, rassurer les confrères sur le fait que l'ordre agira et qu'il est là pour les aider. Et je pense que oui, communiquer sur ce bonus, sur l'existence de ce bonus-malus à destination des confrères, ça montrera la volonté politique du barreau de lutter contre ça, et ça restaurera davantage la confiance des confrères qui se diront l'ordre est un recours que je peux solliciter, utiliser si jamais je suis dans une situation de discrimination, de harcèlement, une situation de détresse, je peux compter sur l'ordre, et je pense que ça envoie ce message politique-là, et en cela, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, oui. Alors, je vois que dans ton propos, il y a quand même une petite question, et tu as raison de la poser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ton histoire de bonus-malus? Alors, je vais quand même dire quelque chose. Tu as raison, il faut poser la question. Alors, c'est vrai que le bonus, c'est un peu dans l'air du temps. Regarde, notre bâtonnier actuel a fait une sorte de bonus pour les avocats qui complètent leurs obligations de formation continue obligatoire par le biais d'une réduction des cotisations en général, en réalité, de biais d'une réduction de la prime d'assurance, puisque si on est bien formé, on a moins de possibilités de sinistre. C'est un peu la même chose. Alors, le malus, tout le monde comprend, ça touche au portefeuille, tu as raison. Le bonus, ça touche d'une certaine façon aussi au portefeuille, mais ce que j'imagine, par exemple, c'est que les cabinets qui démontrent avoir de bons process, qui démontrent avoir de bonnes règles, de bons systèmes de vigilance, de bons systèmes de reporting, pourraient fort bien, lors des job fairs qui sont organisés par le barreau de Paris, avoir des participations gratuites. Autrement dit, l'ordre aide au recrutement des cabinets qui sont bons. Okay. On ne va pas forcément aider, on va plus ou moins aider les cabinets qui sont source de problèmes. Donc, l'incitation, elle est là. Alors, pour participer, on le sait, à ces job fairs, pardon de parler ça en anglais, mais à ces salons je ne sais plus comment on appelle ça en français, des salons d'étudiants et de recrutement qu'on a soit à l'ordre, soit à l'EFB d'ailleurs, normalement, il y a une participation financière. Effectivement, voilà, un bonus qui pourrait avoir du sens, comme on dit. C'est un peu comme la sinistralité pour ceux qui sont formés. Ceux qui sont bons avec les jeunes avocats, avec les stagiaires, effectivement, on va les aider, et donc on va éviter de leur demander de payer. Et ça, c'est important parce que souvent, les plus petits cabinets qui ont peut-être moins de trésorerie, moins de moyens, n'ont pas forcément justement une présence assez importante dans ces salons et dans ces foires au recrutement. Ce sera un moyen assez simple si ils mettent en place effectivement les bons process pour les faire participer plus et leur permettre d'ouvrir plus au recrutement. Et puis, c'est un sujet d'image aussi pour les cabinets, effectivement, d'image à l'égard des collaborateurs qui vont recruter, et aussi d'image à l'égard de leurs clients. Et si effectivement l'ordre valorise en termes d'image les cabinets qui justifient d'une gestion responsable de leurs relations au travail, finalement, c'est aussi un avantage vis-à-vis des clients des cabinets. Donc ça aussi, ça peut être incitatif. Alors, peut-être sur le temps qui nous reste, le dernier quart d'heure, est-ce qu'on peut parler un peu plus du coup de la prévention? Vous en avez parlé l'une et l'autre. Dans le rapport, que ce soit dans le rapport d'ailleurs du Défenseur des droits, où il y a beaucoup de choses sur
la prévention, la formation, et c'était même un point très important à l'époque. De façon plus récente, dans le rapport du CNB, on parle beaucoup de sanctions, de réparation, mais aussi de prévention. Est-ce que l'une et l'autre, vous y croyez à la prévention? Et bah oui, non, je pose la question carrément. Et est-ce que, et dans ces cas-là, quelle prévention fonctionnerait le mieux à votre avis? Moi, je crois même plus en la prévention qu'en la sanction en réalité, parce que quand on sanctionne, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire, c'est que le mal est déjà fait. Le mal est fait. C'est que après ça peut, c'est jamais trop tard. On peut toujours éduquer. En tout cas, ça éduque, mais ça éduque à voilà. Je pense qu'en fait, comme je disais au tout début de mon intervention, les confrères pensent que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, et ne réalisent pas que, en fait, tel ou tel comportement n'est pas ok. Et pour moi, c'est l'éducation, la formation, et de grosses campagnes de communication, des mailings réguliers aux confrères, à tous les nouveaux confrères. Peut-être il faudrait mettre dans le jour et prêt de serment un petit livret sur vous êtes content, vous êtes heureux, aujourd'hui tout est beau, mais si ça se passe mal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment l'ordre vous protège, et donc former peut-être tous les nouveaux confrères aux outils qui existent, dont certains ignorent l'existence, certains ignorent comment ils fonctionnent, est-ce que c'est une cellule d'écoute, même moi je l'ignore en fait, c'est pas normal, sur comment fonctionne la Comadis, comment on peut la saisir, etc. Est-ce que je peux lui parler anonymement? Et puis surtout dire aux confrères qu'en fait, nous, on se comporte. Alors, c'est peut-être que ça a changé, j'espère que ça a changé, mais en fait, on se comporte plus mal entre nous, alors même qu'on a un serment magnifique que dans la population générale. En tout cas, c'est ce que dit la dernière enquête, et je pense que en tout cas, ça nous a fait un petit choc de se dire, ah oui, on se comporte plus mal que la plupart des gens. Alors qu'on est avocat, qu'on a les principes d'égalité chevillés au corps. Et donc prévenir, en tout cas, prévenir, c'est aussi dire que, en tout cas, j'envoie un signal fort aussi aux avocats et aux avocats du barreau sur nous, bâtonniers, on ne laissera pas passer. C'est-à-dire, on se prendra très au sérieux tous les signalements. Et on agira de manière effective contre les discriminations dans la profession, et donc ça, c'est vraiment marquer très fort la volonté politique du barreau. Et je pense que ça peut, les confrères peuvent se dire, peut-être qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention, parce que sous l'ère de Gauss de Nobanteux, ce sera pas, on ne laissera rien passer, donc faut que je fasse gaffe. Oui. Et après, je pense que les confrères sont bienveillants, donc juste les former en disant, voilà, ça c'est pas ok, ça c'est pas ok, et rappeler les principes de base aux confrères et aux élèves avocats. Oui, avant de passer la parole à Nawel, juste je réagis pour te confirmer que oui, la main du bâtonnier ne tremblera pas, hein, y compris parce que c'est quelquefois ce qu'on entend à l'égard des plus puissants. Là-dessus, faut être très clair, nous n'avons pas peur véritablement de considérer tous les avocats de façon égale, et donc il n'y aura pas de puissants qui pourront soi-disant dicter ce que nous ferions. Ça, c'est très clair. Et le deuxième point, c'est que tu as raison de dire qu'il y a... Là, c'est de la prévention-formation. Peut-être Nawel aura aussi un mot à dire là-dessus. Mais je regardais dans le rapport du CNB d'emblée dans les premières pages, il est rappelé une enquête collaboration du CNB en 2022 qui rapporte que 79%, donc près de 80% des collaborateurs ne connaissent pas les référents harcèlement et discrimination. 80% des collabs. Je pense que chez les associés ou dans les cabinets, c'est pire que 80% qui ne connaissent pas. Donc, le chiffre en 2022, qui est plus récent que celui de 2017, n'est en rien rassurant. Là-dessus, je passe du coup la parole à Nawel. Merci beaucoup. Donc, c'est celui que je citais tout à l'heure, effectivement. C'est pour ça que
je modérais un petit peu sur le 1%, le 1% où je sais plus quel était le chiffre, qui considérait que voilà, c'était pas une question de défiance, mais sans vouloir introduire cette notion. Je pense qu'il y a une méconnaissance, tout simplement, globalement. Pour ramener ça dans un spectre un petit peu plus large, encore une fois, moi, je suis quand même attachée au fait que l'on qualifie les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, ce sont des infractions, très clairement. Pour autant, ça peut aussi s'inscrire dans une démarche plus large de réflexion sur la RCA, la responsabilité sociale des cabinets, et voilà, un positionnement général que doivent avoir les avocats globalement, et individuellement et collectivement, parce que je pense que même si on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, on compte beaucoup sur, il faut qu'on compte sur nous-mêmes d'abord, voilà, pour changer les choses et mettre en place un certain nombre de choses. Donc, il y a effectivement ces démarches-là. Donc, encore une fois, au niveau national, on a des outils. On a même on a fait un questionnaire, un autodiagnostic. Donc, intégrer ces éléments-là dans cette réflexion, cette démarche plus globale, qui du coup se rattache un peu à l'idée du bonus-malus. Enfin, voilà, de s'inscrire dans une communauté globale et un collectif. Et effectivement, ça peut être la place de l'ordre et du bâtonnier, du vice-bâtonnier, de la bâtonnière, de la vice-bâtonnière, peu importe, de donner l'impulsion et d'inscrire cette orientation-là aussi, et cette dynamique et ce choix, cette orientation qui pourrait être celle donnée à l'ensemble des confrères pour les amener sur le sujet. Parce que je pense qu'individuellement, il y a beaucoup de confrères pour qui ça compte. C'est un vrai sujet important. Que peut-être que voilà, c'est moins visible que les rapports avec les magistrats, que les délais de procédure, les délais d'audiencement, les difficultés qu'on a avec le numérique. Bon, il y a plein d'autres choses, mais ça reste quand même du quotidien et de la pérennité. On a quand même, si par exemple on a aujourd'hui une majorité de femmes dans la profession, les femmes font partie de celles qui quittent la profession assez vite aussi. Voilà, il y a plein de petites choses qui donnent en tout cas l'importance à ce sujet-là et la nécessité de l'intégrer. Donc la formation, évidemment, la communication permanente, systématique, quitte à redire ce qu'on a déjà dit, mais on le sait, quand on fait de la communication, c'est la répétition qui compte et qui fonctionne. Je pense que intégrer ça aussi et ne pas oublier le sujet du handicap, parce que comme le disait Aminata, on a un stop, mais qui est valable pour les personnes en situation de handicap, une espèce de stop déjà avant l'entrée de la profession, mais pas que. On peut aussi avoir un regard sur d'autres critères, mais le fait d'avoir un référent qui échange directement, éventuellement sur ce sujet-là, en tout cas dédié, c'est primordial, même si on a installé aussi au Conseil national des barreaux un réseau de référents, en plus des référents harcèlement discrimination, de référents handicap dédiés. Donc ça, c'était aussi des travaux, je crois, de 2021 de mémoire, qui ont permis ça. Mais la sanction est, dans un monde comme le nôtre, qui est le nôtre, ne pas sanctionner, ne pas être ferme, paraîtrait assez surprenant. Mais je pense que voilà, on va beaucoup plus. Je pense qu'on avancera beaucoup plus vite si on est dans une démarche d'accompagnement plutôt positif entre guillemets, dans une démarche qui fait valoir l'exemplarité et le côté très vertueux de ces démarches-là et de l'importance qu'on soit traité de manière égale, parce que ça produit des effets positifs beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants que d'être sur la sanction. Voilà, j'irai pas plus loin, mais je pense que voilà, tout ce qui pourrait être mis en place pour accompagner ça et pour accompagner cette prise de conscience, parce qu'on en est encore là. Oui. Malheureusement, on en est encore là aussi. Alors, je sais, on arrive un peu au bout. Avant de passer la parole de conclusion à Karine, je voudrais juste rappeler, parce que je ne sais plus si on l'a dit ou pas, mais juste pour terminer quand même par le point peut-être plus important pour les bâtonniers, vice-bâtonniers que nous voudrions être, et le fait que c'est à la fois de la prévention, de la formation et de la sanction, c'est que, comme chacun sait, j'espère, nos principes essentiels sont à l'article 1 du RIN. Et l'article 1.3 du RIN
et c'est le titre un peu de ce webinaire, dit bien que l'avocat doit, dans son exercice professionnel, l'avocat doit respecter les principes d'égalité et de non-discrimination. Donc, c'est un principe essentiel. Donc, si on doit le respecter, ça veut dire qu'effectivement, on doit le prévenir, on doit prévenir, on doit éviter que ça, comme disait Aminata, le mal est fait, sinon, on doit éviter que ça arrive. Donc, c'est clairement quelque chose qui tombe dans notre déontologie, dans notre disciplinaire. C'est récent, c'est que depuis 2019. Alors, c'est vrai que c'est une modification d'il y a 5 ans. Mais, bon, peu importe quand ça a été modifié, en tous les cas. Mais c'est vrai que je serais curieuse de savoir si dans le module de déontologie, il y a tout un pan est-ce qu'il y a tout un chapitre sur ce principe essentiel-là moi, ça fait très longtemps que je suis sortie de l'EFB, mais… Alors, en tout cas, si j'ai bien compris, en formation initiale, depuis peu, il y a 2 fois 2 heures de formation sur ces sujets d'égalité, mais effectivement, c'est une mise en place récente qui résulte des avancées des travaux du CNB. Et finalement, 2 fois 2 heures, c'est pas tant que ça. Dans la masse de tous les autres cours, etc., du stress, du stage, de la collab, du stress de la collab, etc. Et en vrai, il y a vraiment de l'espace pour que le barreau offre régulièrement des formations, de la sensibilisation là-dessus. Et je pense que c'est des formations qui peuvent attirer un public victime de ça et un peu désemparé, un peu le cordonnier mal chaussé. Et vraiment, peut-être des formations du barreau sur… j'ai subi une situation de discrimination, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les outils à ma disposition? Le RIN, le RIBP, le défenseur des droits, le disciplinaire, le pénal, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que ça… Rien que ça… Message reçu, et dans notre programme, nous avons effectivement cette volonté d'amplifier la formation et l'information à cet égard, parce que c'est vrai que finalement, c'est assez récent, donc on ne va pas… non plus pousser des cris, mais on peut beaucoup mieux faire dans cette optique-là. Et pour enfoncer le clou sur ce que disait Nawel sur le handicap, c'est un vrai sujet parce que en fait, dans l'enquête, c'est passé un peu en travers parce que effectivement, les discriminations, elles ont lieu en amont et donc c'est très difficile d'accéder à la profession d'avocat quand on est en situation de handicap. Et donc, il y a un vrai truc à réfléchir là-dessus. Et aussi dans un contexte où 90% des handicaps sont invisibles. Et il faut savoir que le handicap, alors nous, c'est le genre qui est la première cause de discrimination, mais le handicap, c'est la première cause de saisine du défenseur du droit. Donc c'est vrai qu'il y a donc un espèce d'angle mort sur le handicap, parce que je pense qu'il y a des personnes en situation de handicap. Peut-être qu'en tant que confrère, on a peur d'être marginalisé, donc on a du mal à le dire, qu'on est dans une situation de handicap, et on fait avec bon an, mal an. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à faire sur la question du handicap et de l'accessibilité aussi de nos cabinets. Oui. Et si, juste pour un mot, je pense que, puisque on est dans le grand chapitre de l'exemplarité, Paris étant ce qu'il est, si Paris est moteur sur ces sujets-là, globalement, je pense que c'est bien aussi à l'adresse des autres acteurs de l'enceinte judiciaire. Je suis en accord. À l'égard des magistrats, des juridictions, oui. Très, très intéressant aussi d'être très dynamique et de prendre en tout cas cette position-là sur ces sujets-là. Il pourrait y avoir des initiatives effectivement communes, parce que les discriminations, ça peut aussi arriver à l'audience. Hein. Pas contre avocat. Enfin bon, on ne va pas relancer un autre sujet là, mais c'est dans le sujet, tu as raison. Donc en tout cas, l'exemplarité du barreau de Paris, effectivement, est essentielle, avec à la fois un axe vigilance, fermeté, et puis un axe anticipation, prévention par la formation. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été avec nous, de nous avoir donné du temps, et puis aussi merci de votre engagement sur ces sujets. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.